Bonjour Jean-Yves Le Naour, vous Bonjour. êtes historien, vous êtes spécialiste de la Première Guerre mondiale et du début du XXe siècle. Vous avez publié beaucoup d'ouvrages sur ce sujet et pourtant on connaît mal votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? D'où vous venez? Comment vous êtes venu à l'histoire? Et enfin, qu'est-ce qui vous a fait choisir la Première Guerre mondiale comme sujet d'étude? J'ai des réponses toutes faites en fait pour les journalistes. Je dis toujours que je suis né à Meaux, donc une région qui est marquée par la bataille de la Marne, et donc qui aurait une forme de déterminisme qui m'aurait poussé à la Première Guerre mondiale, mais je ne crois pas à cette explication. Les journalistes aiment bien, mais en réalité, dans un parcours, il y a toujours une part de hasard, hein, et encore que. Bien sûr que être né dans une région où il y a eu une bataille aussi importante que celle de la Marne, cela compte. Je me souviens que dans mes promenades d'adolescents, d'enfants, j'ai trouvé des douilles par terre. Quand on regarde sur Google Earth les champs, on voit encore le tracé des tranchées. Donc il y a effectivement peut-être quelque chose effectivement du sentimentalisme local peut-être. Mais je crois que j'ai surtout été influencé par mes lectures. Et ce sont ces lectures à 14-15 ans, quand vous savez, votre conscience se forme, qu'on sort véritablement de l'enfance, qu'on commence à avoir des préoccupations qui sont personnelles. Ces lectures comme Maxence van der Merch, qui est un auteur un peu oublié aujourd'hui, qui est un auteur, une sorte de Zola du XXe siècle. Hein. Il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Invasion 14, sur l'occupation du Nord, Valenciennes, etc. Il avait 8 ans à l'époque et il a vécu cette occupation. Et c'est un récit, mais j'ai lu quantité de livres ensuite sur l'occupation, de témoignages et de livres d'histoire. Mais je peux vous dire que jamais aucun ne m'a fait ressentir autant l'histoire finalement que ce roman. Et je me souviens également d'une exposition que j'ai visitée dans mon village, qui avait été organisée sur la carte postale de propagande patriotique. Et j'avais été fasciné par toute cette propagande, cette haine, ces histoires d'enfants mains coupées que j'ignorais absolument. Des histoires de propagande comme quoi les Allemands coupaient les mains des enfants lors de l'invasion pour qu'ils ne deviennent pas soldats plus tard, etc. Mais des choses comme ça absolument folles. Et quand j'ai fait mon DEA sur la carte postale de propagande patriotique, justement. Donc vous voyez, il y a quand même un lien avec le passé, avec l'adolescence. Sur la Première Guerre mondiale, vous venez de publier chez Perrin une série d'ouvrages qui relatent chaque année de la guerre, 1914, 1917, 1916, il y a aussi 1915 et puis 1918 sur lequel vous travaillez. Vous mettez l'accent sur les relations très tendues entre les militaires et la classe politique. Vous évoquez aussi l'état de l'opinion publique année après année, ce qui est tout à fait passionnant et encore une fois m'a appris à moi beaucoup de choses. Que pouvez-vous dire de ces relations entre les militaires et les politiques? Comment s'est gérée la guerre de 1914 à 1918? Quel était en particulier le rôle du général Joffre, commandant des armées au début de la guerre? Je vais me permettre de vous contredire un petit peu, c'est que j'ai voulu aussi faire une histoire d'en haut, mais aussi une histoire d'en bas. Et alors évidemment, selon les volumes, c'est plus ou moins accentué. Pour l'année 1915, par exemple, il y a vraiment cette histoire d'en haut, et puis aussi cette histoire des poilus d'en bas à partir de leurs témoignages. Et pour le volume 1918, par exemple, que je suis en train d'écrire, j'ai utilisé les rapports de la police en civil, qui prend les conversations, qui rapporte les conversations des Parisiens dans les cafés, dans les bistrots, dans les files d'attente devant les commerces, et puis qui répercute cela pour qu'on sache un petit peu le moral. Et puis j'ai également utilisé le contrôle postal, donc pour savoir aussi ce que pensaient les soldats. Donc il y a aussi cet intérêt pas seulement pour l'histoire d'en haut, mais aussi pour l'histoire d'en bas. C'est cette rencontre qui est intéressante. Mais vous avez raison de souligner que l'histoire politique de la guerre, l'histoire du commandement et l'histoire des relations entre le commandement et le gouvernement, et l'histoire entre le gouvernement et le Parlement, c'est une histoire qui est complètement à refaire, parce que longtemps,
il y a eu cette lecture peut-être un peu patriotique et peut-être nationaliste qui voulait montrer un pays entièrement tourné vers la guerre, hein, le côté union sacrée, alors qu'en réalité, quand on s'intéresse de près à la question, on voit que l'on se déchire et que la lutte politique continue pendant la guerre, même camouflée derrière l'union sacrée. Donc ça, c'était intéressant de ressusciter cela. Oui, vous le faites très bien. Vous parlez de 1914, de départ en guerre, et un malheureux Italien qui se fait lyncher à Paris parce qu'on le prend pour un Prussien. C'est ahurissant. Des choses est lynché de façon, semble-t-il, brutale. Ou un Bougnat, vin et Oui. charbon, sa boutique est dévastée parce qu'on a cru reconnaître un accent allemand alors qu'il a l'accent auvergnat. C'est sidérant. C'est sidérant, mais ça dit quelque chose de ce climat de peur, de trouille, d'anxiété, et puis de colère, de haine, et d'espionnite, on appelle ça l'espionnite. On voit des espions partout, on est en train de détruire les commerces magie, les laiteries magie, et comment les bouillons cubes, etc., parce qu'on est persuadé que c'est une firme allemande, enfin bon, alors que c'est suisse, mais donc il y a ce climat d'espionnite qui amène évidemment à des tas d'exactions. Ah oui, il y a une histoire absolument affreuse qui se passe, je crois, à Nevers, où un gars qui n'est pas du pays se fait quasiment lyncher. On lui demande de parler, et comme il ne veut pas parler, eh bien on lui dit « Ah, c'est parce qu'il ne veut pas trahir son accent allemand, c'est un Allemand, c'est un espion, etc. » Et puis on s'apercevra ensuite, quand un policier l'emmènera au commissariat avant qu'il soit totalement tué, on s'apercevra qu'il s'agissait d'un sourd-muet, donc il ne pouvait effectivement pas parler. C'est à la fois drôle, mais ça montre une forme de la violence. C'est la paranoïa. La paranoïa, bien sûr. Collective. C'est la guerre, on voit des ennemis partout. Alors, on découvre sous votre plume en particulier que le grand général Joffre n'est pas celui que l'on a dit être. Les gouvernants et aussi ses subordonnés ont eu le souci de s'en débarrasser. Quels étaient les liens entre Joffre et ses principaux rivaux? Je pense à Castelnau, je pense aussi à Gallieni, et des généraux qui étaient aussi plus compétents que lui. Alors, effectivement, Joffre a été déifié par les Français parce qu'il était le chef de l'armée. Donc, en temps de guerre, on est tous rassemblés derrière le chef qui doit nous emmener à la victoire. Le problème, c'est qu'en septembre 14, on se bat à 50 km de Paris et pas à 50 km de Berlin. Donc, il y a quand même eu un plan français qui n'a pas marché, alors que le plan allemand, il a marché parfaitement jusqu'au sursaut inattendu, au miracle de la Marne. Mais curieusement, Joffre a récupéré les lauriers de la bataille de la Marne, qui sont peut-être dus essentiellement, en fait, la victoire est peut-être due essentiellement à Gallieni, qui était gouverneur militaire de Paris, mais c'est Joffre qui a saisi les lauriers de la victoire de la Marne, et donc il en a encore profité pour accréditer encore plus sa popularité. Et le gouvernement, pendant toute l'année 1915, commence à moins le soutenir parce qu'il a les parlementaires, l'opposition parlementaire qui veut absolument s'en débarrasser, qui le considère comme un incompétent. Alors, est-ce que Joffre est un incompétent? Eh bien, là, on voit une responsabilité du régime même. Parce que, pourquoi on l'a choisi? Lui qui n'est pas finalement un grand professeur de l'école de guerre, un grand stratège, il vient du génie, il a fait quelques campagnes coloniales. En fait, on l'a choisi parce que c'est un général de tout repos, un bon républicain. Mais oui, on n'est pas bien loin de l'affaire Dreyfus. Et la République et l'armée, c'est comme la République et l'Église, vous savez, il y a des rapports un peu conflictuels. Dans l'armée, la plupart des généraux sont quand même des généraux de jésuitières, ils viennent quand même du cléricalisme, ils sont royalistes pour la plupart, et on a peur qu'un général, pendant la guerre, qui soit très populaire, eh bien, qu'il renverse ensuite le régime, qu'il se fasse élire, qu'on ait un nouveau général Boulanger. Donc on préfère nommer un général républicain mais médiocre, plutôt qu'un général royaliste mais flamboyant, comme Castelnau par exemple. Voilà. Donc c'est ça aussi tout le problème. Et on s'aperçoit effectivement que sa stratégie à Joffre ne marche pas. Et simplement, il y a la lâcheté par qui le remplacer. Joffre est populaire.
Donc on se retrouve un petit peu coincé, voilà, et c'est pour ça que les choses durent. Alors effectivement, il a deux rivaux essentiels. D'abord Gallieni, qui lui dispute les lauriers du vainqueur de la Marne, mais Gallieni meurt très tôt, même si il finit par devenir ministre de la guerre. Donc là, il commence à y avoir un conflit terrible entre le ministère de la guerre et Joffre. Enfin, il y a la censure, et les journaux ne veulent absolument pas parler, témoigner d'une sorte de conflit à l'intérieur entre le gouvernement et le haut commandement, ou entre le gouvernement et le Parlement. Donc cela, on ne le sait pas. La lutte, elle n'a pas lieu d'ailleurs en séance publique, elle a souvent lieu en commission. Parce que les commissions, justement, le public n'est pas admis. Dans la commission de l'armée, alors là, on tombe à bras raccourcis sur Joffre. En commission de l'armée à la Chambre, commission de l'armée au Sénat, et surtout la commission de l'armée du Sénat, parce que c'est Clémenceau qui en est le président. Et inutile de vous dire que Clémenceau, eh ben, il tire à boulet rouge autant sur le gouvernement. Lui, il ne participe pas à l'Union sacrée, Clémenceau. Hein, il n'a pas voulu rentrer dans le gouvernement. Lui, à chaque fois, on lui a proposé. Lui, il veut être le capitaine, le maître du navire. Il ne veut pas être le moussaillon sur le bateau. Donc, il tire à boulet rouge sur le commandement comme sur le gouvernement. Et il ne s'en prive pas dans son journal qui est L'Homme enchaîné, qui s'appelait L'Homme libre, mais à cause de la censure, il s'est appelé L'Homme enchaîné. Donc il détestait Joffre, il estimait Castelnau. Qui voyait-il pour le remplacer? Alors, c'est ça aussi le problème des parlementaires, c'est que très vite, il y a une division qui n'est pas nécessairement une division gauche-droite. Il y a une division des parlementaires entre écuries. Finalement, il va y avoir ceux qui vont soutenir Castelnau, ceux qui vont soutenir Gallieni, ceux qui vont soutenir un tel, etc. Sarrail, notamment les radicaux, parce que c'était un général radical. Il y en avait très peu des généraux de gauche, donc Sarrail va être soutenu par les socialistes, par les radicaux. Bon. Et puis après, il y aura Pétain, Foch, Nivelle. Donc, voyez, on va se disputer comme ça entre coteries. Et Clémenceau, c'est quelqu'un qui se méfie, pas véritablement des militaires. Bien sûr, on connaît cette fameuse phrase, la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée aux militaires. Mais ce qu'il veut contrer absolument, ce qu'il veut prévenir, c'est l'abdication du pouvoir civil face aux militaires. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 14, en gros jusqu'en 1916, jusqu'en 1917, on peut véritablement dire. On a laissé la bride sur le cou aux militaires. On les a laissés faire ce qu'ils voulaient. Et Clémenceau, lui, veut que le pouvoir civil dirige la guerre, qu'il commande réellement. Donc, c'est pas seulement une question de chef. Vous voyez, par exemple, Clémenceau a soutenu Foch pour le commandement unique. Foch, c'est un général de jésuitière. Foch, c'est un clérical. Son frère, je crois même, il est dans les ordres. Eh bien, ça ne dérange absolument pas Clémenceau, qui pourtant, lui, n'a jamais mis les pieds dans une église, sauf une fois parce qu'il pleuvait. Ouais, mais sinon, il attendait toujours, pendant les cérémonies, toujours devant l'église, vous voyez. Eh bien, ça ne dérange pas. Il sait que Foch est d'opinion très réactionnaire, mais ça ne le dérange pas, parce qu'il estime que c'est un bon chef. Mais attention, c'est lui, Clémenceau, qui dirige la guerre, et Foch doit diriger les opérations. C'est pas la même chose. Alors qu'auparavant, Joffre était quasiment un gouvernement bis. C'était un véritable dictateur. D'ailleurs, jusqu'en décembre 1914, le gouvernement s'était replié à Bordeaux, le président de la République était à Bordeaux, les chambres étaient à Bordeaux. Donc Joffre, il avait les mains libres. Il avait même tout pouvoir de justice du fait de l'état de guerre, la loi martiale. Il avait tout pouvoir de justice sur le pays, à Marseille comme à Brest. C'était absolument fou. Observez-vous les mêmes égaux et les mêmes conflits de personnes dans les autres pays, en particulier en Allemagne, en Angleterre, chez les généraux, et entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire? Oui. Partout, en temps de guerre, on assiste tôt ou tard à une confrontation entre les politiques et les militaires. On assiste à cette situation en Grande-Bretagne, où on voit notamment, là aussi, Lloyd George, qui devient Premier ministre en 1916, et qui reprend aux militaires ce que le gouvernement Asquith leur avait cédé auparavant. Et il entend être le chef. Et ce n'est pas facile. Donc ses relations avec Douglas Haig, le maréchal Douglas Haig, avec le chef d'état-major Robertson sont très mauvaises, sont absolument très mauvaises, vraiment exécrables. Et c'est aussi pour cela que Lloyd George va soutenir Foch comme commandant unique afin de les placer dans une situation de subordination. Voilà, parce qu'il estimait que les chefs tuaient trop d'hommes. Ils n'avaient pas le respect de la vie humaine. Pour eux, ils avaient leur idée fixe, leur bataille. Or, le Premier ministre, lui,
il vise quand même à ce qu'on ait la victoire avec un minimum de pertes. Et il estimait que les généraux se moquaient des pertes. Donc on assiste à ce conflit. Et Lloyd George, c'est celui qui va tenter de reprendre le pouvoir par rapport aux militaires anglais. Mais en revanche, en Allemagne, eh bien, c'est le contraire qui s'est produit. C'est de la confrontation entre le gouvernement et les militaires. C'est le gouvernement qui a perdu. Le Premier ministre, le chancelier Bethmann Hollweg, a dû démissionner en l'été 1917 parce qu'il était en conflit avec l'état-major. Et on peut dire qu'à partir de l'été 1917, le duo Ludendorff-Hindenburg dirige le pays. Et les chanceliers sont des marionnettes qui font ce que veut l'état-major. Et je crois que c'est Gallieni, d'après ce que vous écrivez, qui propose un décret pour que les officiers d'état-major aient fait au moins 3 mois sur le front. Mais on est abasourdi de lire ça, d'imaginer que des officiers auraient pu ne pas se battre, n'auraient pu ne jamais apprendre ce qu'est la guerre avant d'avoir à commander des offensives. C'est quelque chose qui nous, c'est malheureux, qui nous mais dépasse. C'est en 1916 qu'on prend cette décision. Hein. Ça veut donc dire qu'à l'état-major, il y avait là des chefs qui concevaient des batailles, mais ils ne savaient pas ce que c'était que la guerre. Et les soldats, eux, ils détestaient ces officiers-là, ces officiers d'état-major qui n'étaient pas dans les tranchées avec eux, qui ne menaient pas la bataille, qui ne savaient pas du tout ce que c'était la guerre. Pour eux, c'était des pions sur une carte. Et ces soldats, eux, qui devaient accomplir des offensives, qui savaient qu'elles étaient condamnées d'avance, eh bien, ils avaient beaucoup de haine pour ces officiers. D'ailleurs, ils les appelaient la viande de conserve. La viande de conserve, celle qui ne va pas au feu. Voilà, la viande de conserve. Venons-en à la fameuse bataille de Verdun. Elle a marqué de façon indélébile notre mémoire nationale. A-t-elle été aussi décisive qu'on le pense sur le cours de la guerre? Effectivement, vous l'avez dit, la bataille de Verdun est centrale dans notre mémoire. Et c'est la bataille à nul autre pareil. Il y a un mythe, Verdun, ces hommes qui se sacrifient, ne passeront pas, etc. Et en même temps, cette bataille, elle ne sert absolument à rien. Elle n'a pas avancé d'une minute la fin de la guerre. Il y a eu 300 000 morts, 700 000 pertes en tout, 300 000 morts, français et allemands confondus, mais pour rien. C'est une bataille qui a un côté tout à fait absurde. D'ailleurs, entre février et décembre, il y a une avancée des Allemands jusqu'en juin-juillet, puis ensuite après les Français reprennent le terrain, et en décembre, on est revenu quasiment sur les positions de février. Et entre-temps, il y a eu 300 000 morts. Pourquoi? C'est très difficile à expliquer. C'est que les Allemands, probablement, voulaient prendre un point fort du front français, du dispositif français, pour assommer un petit peu les Français sur le plan moral et politique, puisqu'ils auraient perdu ce qu'ils considéraient comme la région la plus fortifiée de leur front. Donc si les Allemands prennent le point le plus fort de leur front, ce sera un choc, hein, inévitablement. Mais à partir du moment où ils n'ont pas réussi à prendre Verdun, dans les premiers jours, ils se sont entêtés tout simplement pour des questions personnelles. C'est que Falkenhayn, le général Falkenhayn, eh bien, il était menacé dans son poste. Il y avait derrière Hindenburg et Ludendorff qui disaient pire que pendre que lui, de lui, et il voulait prendre sa place de commandant suprême de l'armée allemande. Donc Falkenhayn, il s'est entêté parce qu'il lui fallait une victoire. On a l'impression de ces petites histoires d'ego, de ces querelles, on a l'impression qu'il y a des grandes structures, qu'il y a la patrie en danger, que tout doit s'effacer, toutes les considérations personnelles doivent s'effacer devant ce grand enjeu. Hein, mais en réalité, il y a ces généraux qui veulent tous être calife à la place du calife et être le vainqueur. Hein. Et puis il y a du côté politique également, tous ceux qui veulent la place du président du Conseil qui lui tombent dessus, etc. À partir du moment où les Allemands ont continué la bataille alors qu'elle était perdue, ça devenait une simple bataille, ça devenait une bataille qui s'est enlisée. Hein. Les Français alimentaient la bataille, les Allemands alimentaient la bataille s'enlisait et faisait toujours plus de morts. Mais côté français, si vous voulez, c'est aussi une bataille morale, politique, et aussi une bataille secondaire. Ça paraît incroyable de dire que c'est une bataille secondaire, puisqu'elle occupe aujourd'hui une place centrale, mais c'est en 1916, on est en train de préparer une bataille décisive, qui doit être décisive, c'est la bataille de la Somme. Joffre, il est en train de préparer la bataille de la Somme, et Verdun, ce n'est pas la priorité. Verdun, il faut juste tenir. Et à la Somme, on va bousculer les Allemands, on va percer, et on va remporter la guerre. Et c'est la bataille de la Somme qui est la bataille importante, pas Verdun. Verdun, c'est une bataille secondaire qui se déroule à 300 km de Paris. Alors, même si les Allemands prenaient Verdun, les lignes françaises se reformeraient derrière la Meuse, et puis le front serait reconstitué. Ça n'a aucun intérêt sur le plan stratégique. Sur le plan militaire,
ça ne peut pas transformer la guerre. Garder Verdun ou perdre Verdun, ça n'a aucun intérêt. Mais sur le plan politique, évidemment, à partir du moment où ça devient une bataille symbolique de l'affrontement franco-allemand, une sorte de duel franco-allemand, où personne ne veut perdre, ne veut lâcher, hein, eh bien, à partir de ce moment-là, il ne faut pas que Verdun tombe, parce que ce serait un choc moral et politique en France. Le gouvernement serait renversé. Joffre lui-même serait renversé, sans aucun doute, hein, parce qu'on voit ce mécontentement des parlementaires qui explose au moment de l'affaire de Verdun. On voit qu'il y a les premiers comités secrets. Les comités secrets, c'est la Chambre qui se réunit à huis clos, hein, sans journalistes, sans témoins, etc. Donc, pour qu'on puisse débattre librement, et là, qu'on puisse dire des choses. Parce qu'avant, on ne le dit pas quand on est en séance publique, on sait que les journalistes, ensuite, le lendemain, vont en parler. Donc, on se modère, c'est dans les commissions, hein, que l'on prend la parole et qu'on peut critiquer. Mais là, à huis clos, on va tomber sur le gouvernement, on va tomber sur le général Joffre, mais il n'a rien fait, il n'a pas préparé la bataille, on savait que la bataille allait avoir lieu 2 mois avant, et lui, il n'y a pas cru, etc., etc. Donc on va dire des choses comme ça. Qui était vrai. Qui étaient vraies. Mais toujours est-il que Verdun ne pouvait plus tomber sans créer une crise politique, une crise ministérielle, et sans créer une crise du commandement. Donc il fallait que Verdun ne tombe pas. Et donc pour ces raisons politiques, morales, psychologiques, on a alimenté cette bataille et à la fin il y a 300 000 morts. Et pour des raisons personnelles de l'autre côté, on alimente la bataille et il y a 300 000 morts. Et quel a été le rôle de Pétain dans cette bataille, puisque Philippe Pétain apparaît au cœur de l'histoire à ce moment-là? Au départ, je crois qu'il est entré en 1914, il était quoi, colonel? Il était colonel en 1914, et c'est la guerre qui l'a révélé. Il est devenu général dès 1914. Et puis, donc il s'est très vite fait remarquer, et il est nommé au commandement de l'armée de Verdun, la deuxième armée, le 25 février à minuit, donc le 26 février à la première heure. 4 jours après le début de Voilà, la bataille. 4 jours après le début de la guerre. Mais il y a une légende, hein, qui veut que Pétain soit le vainqueur de Verdun. C'est une sorte de vérité constamment affirmée, mais qui n'a jamais, au fond, été démontrée. Et là encore, on est dans la mythification. Parce que quand on regarde les choses précisément, eh bien c'est plus compliqué. Je vous l'ai dit, il est nommé le 25 février à minuit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pendant les 4 premiers jours? Eh bien, les 4 premiers jours, les soldats français sur le saillant de Verdun, sur la rive droite de la Meuse, hein, eh bien, ils se prennent le choc allemand, et puis ils résistent, et puis ils finissent par reculer. Et on le dit peu, mais c'est le général Castelnau qui prend les ordres qui vont permettre de sauver Verdun, c'est-à-dire qu'il se rend sur place. Il arrive le 24 février au matin, et il ordonne aux renforts qui venaient d'arriver et qu'on retenait sur la rive gauche de la Meuse, il leur ordonne de passer sur la rive droite. Alors pourquoi on ne leur donnait pas l'autorisation de passer sur la rive droite pour rejoindre les troupes françaises qui étaient en train de se battre et qui étaient complètement épuisées? Eh bien tout simplement qu'on se disait, mais s'ils passent sur la rive droite, les Allemands vont bombarder les ponts et ils se retrouveront prisonniers là, avec toutes leurs divisions, avec tous leurs canons, et ce serait une grande victoire pour l'Allemagne. Donc il faut admettre que nous avons perdu le saillant, la rive droite de la Meuse, que les Allemands vont prendre Verdun, mais nos lignes vont se reformer là, derrière le fleuve. On avait accepté ça. D'ailleurs, Pétain, il est nommé à la défense de la rive droite de la Meuse. Joffre ne lui donne pas pour mission de conserver le front et de se battre sur la rive droite. Simplement, quand il arrive, Pétain, le soir du 25 février, Castelnau a déjà pris les ordres, il a déjà fait passer les renforts, et donc la situation est déjà rétablie. Enfin, elle se rétablira le 26 février avec l'arrivée de ces renforts. Et c'est Castelnau qui lui dit « Non, vous n'allez pas défendre seulement sur la rive droite, mais aussi sur la rive gauche. » Et il lui donne cet ordre-là. Il était l'adjoint de Joffre, donc il avait tout pouvoir, en quelque sorte, il était supérieur de Pétain. Donc il lui donne cet ordre-là sur un coin de table le 25 février au soir. Donc on peut dire que la défense de Verdun, si Verdun n'est pas tombé, c'est grâce au général de Castelnau et non pas à Pétain, qui en plus, quand il arrive, il a attrapé une bronchite, une pneumonie, on ne sait pas trop, ce qui fait qu'il garde le lit pendant plusieurs jours, et ce n'est pas lui qui dirige la bataille. Il y a une sorte de légende qu'il a lui-même fabriquée, hein, puis sous le régime de Vichy, ça a été martelé, Pétain le vainqueur de Verdun, Pétain le vainqueur de Verdun, qui voudrait que dès qu'il est arrivé, tous les officiers qui se battaient ont été rassurés. Mais en réalité, Pétain n'est pas encore quelqu'un de connu, surtout par les Français. Et tout d'un coup, au mois de mars, pas dans les premiers jours, les 15 premiers jours, mais c'est surtout la deuxième quinzaine de mars, il va y avoir un tapage autour de Pétain. Et Pétain, voilà, celui qui permet la défense de Verdun, etc. Et c'est un tapage comme on n'a jamais vu jusque-là. Et
finalement, c'est de la réclame qui est autorisée par le gouvernement et qui est encouragée par le gouvernement. Puisque comme on voudrait se débarrasser de Joffre, et que Joffre en plus a failli sur Verdun, il n'a pas vu la bataille arriver, eh bien on est en train de chauffer la place du remplaçant. Et auparavant, en 1915, quand il y avait des articles qui louangeaient tel ou tel général, la censure les arrêtait. Et là, on voit bien que la censure n'arrête pas, et donc il y a une sorte d'engouement pour Pétain qui vise tout simplement à abaisser Joffre. Et donc le mérite de Pétain, c'est un mérite politique. C'est comme on veut se débarrasser, le gouvernement et les parlementaires et les journalistes veulent se débarrasser de Joffre, ils l'amoindrissent en vantant, en faisant monter un autre général. Sauf que Joffre le voit très vite, tout cela, cette petite manœuvre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se débarrasser de Pétain. Le 30 avril, il le nomme, il l'élève, et donc il l'éloigne un peu, chef du groupe des armées du centre, donc il lui donne un front beaucoup plus large, et il nomme Nivelle à sa place, à Verdun. Et ça, on l'a oublié, on dit toujours que Pétain a défendu Verdun, mais du 1er mai jusqu'au 15 décembre, c'est Nivelle qui est en charge du front de Verdun. Et c'est lui qui va reconquérir les positions perdues au profit des Allemands entre octobre et décembre. Et c'est lui qui, en décembre 1916, est considéré comme le vainqueur de Verdun, et pas Pétain. Et c'est pour ça que Nivelle est choisi pour remplacer Joffre en décembre 1916, et pas Pétain. Simplement, pourquoi on a oublié ça? Pourquoi Nivelle n'est pas le vainqueur de Verdun dans notre mémoire? C'est le chemin des dames qui l'a complètement discrédité en avril 1917 avec cet échec. Donc Nivelle est un petit peu sorti de notre mémoire, de notre histoire. Il est le perdant, le vaincu. Et Pétain a récupéré les lauriers de la bataille de Verdun, il se les a mis sur la tête. Et puis il a dit c'est moi. Voilà. Et la mémoire a retenu cela. Mais l'histoire, vous voyez, elle détruit les idoles. Il faut remettre de l'humain au cœur des récits. Si on ne met pas l'humain au cœur du récit, c'est-à-dire ce qui ne relève pas de l'objectif, du critère économique ou simplement du nombre de canons, du nombre d'obus, mais ce qui relève finalement des sentiments, des questions d'ego, Oui. des questions de rivalité, des questions politiques, eh bien on ne comprend rien. Il faut remettre l'humain au cœur du récit. La Grande Guerre qui a tellement marqué le XXe siècle, était-elle fatale? Peut-on dire qu'elle était inévitable compte tenu de la course à la puissance des grands États européens? Pensons aussi aux suites de cette guerre. Peut-on dire que cette guerre marque encore aujourd'hui notre vie nationale, notre société, notre vie politique? On voit qu'elle a profondément marqué le XXe siècle, puisque plusieurs des grands acteurs de ce siècle ont fait leurs premières armes en 14-18, de Gaulle à Hitler, en passant par Pétain. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de l'histoire de la Grande Guerre? Alors c'est une question qui est tellement riche qu'on ne va pas pouvoir y répondre même en 5 minutes. Et en plus c'est une question qui part dans plusieurs directions. Alors en ce qui concerne la fatalité, moi je ne crois pas à la fatalité. Parce que bien sûr il y a des grandes pesanteurs, bien sûr il y avait cette course coloniale, bien sûr il y avait ces peurs, ces frictions nationales, le sujet de l'Alsace-Lorraine par exemple, il y avait cette question des minorités nationales. Bon, mais la fatalité, c'est de la littérature. La fatalité, le destin, etc. L'histoire est faite par des hommes, des femmes. Donc elle n'est pas écrite. Ou alors on a une conception religieuse qui veut dire qu'il y a un destin, que tout est tracé, que tout est écrit. Oui, je ne sais pas si on pouvait éviter la Première Guerre mondiale, parce que là on rentre dans un domaine qui est celui de l'Uchronie, etc. Mais l'histoire, elle doit aussi prendre en compte des facteurs subjectifs, c'est-à-dire comme la peur, le climat de peur, qui a créé une sorte d'incompréhension, où tout le monde en 1914 considérait que l'autre voulait la guerre. Et comme il voulait la guerre, eh bien il l'aurait. Ce n'était pas la peine de négocier quoi que ce soit. Vous voyez, on a trop tendance à avoir une vision mécanique des choses, à considérer que la guerre de 14 est inévitable parce qu'il y a deux systèmes d'alliance, et donc à partir du moment où il y a un incendie quelque part et qu'il y a un pays qui s'engage, eh bien à cause du système d'alliance, boum boum, il y a un engrenage. C'est vrai, et en même temps, c'est prendre les conséquences pour la cause. C'est-à-dire que par le passé, avant 1914, il y a eu d'autres crises. Et à chaque fois, on a réussi à arrêter cet engrenage. Sauf qu'en 1914, on n'a pas voulu l'arrêter. Et donc la question est, pourquoi on n'a pas voulu arrêter l'engrenage? Et vous voyez, ce n'est pas une question seulement de fatalité.
Bon, alors cette guerre a eu lieu et effectivement, on peut la considérer comme la matrice du siècle. Comment l'a-t-on considérée, d'ailleurs, la Première Guerre mondiale? On l'a considérée au départ, d'un point de vue français, en 1918, comment on l'a considérée? Comme la revanche de 1871. C'est le retour de l'Alsace-Lorraine. Et c'était la fin d'une période qui s'était ouverte en 1871, et voilà, on l'avait refermée. C'était la revanche. Comment l'a-t-on considérée en 1945? De Gaulle, par exemple, parle d'une guerre de 30 ans. Donc 1945, c'est la fin d'une période qui se serait ouverte en 14. Là, on ne parle plus de 1871, et on voit la Grande Guerre comme le début de cette guerre de 30 ans qui s'est achevée en 1945. Aujourd'hui, dans les années 90, quand l'URSS a disparu en 91, la chute du mur de Berlin en 89, la disparition de l'URSS en 91, eh bien tout d'un coup, on a compris qu'il y avait eu un segment d'histoire qui s'était ouvert en 17, en 14, hein, donc en 17, oui, et qui s'était refermé là en 89, 91. Et là, on se dit, mais non, la Première Guerre mondiale, c'est pas la guerre de 30 ans, ou c'est pas la revanche de 1871, mais c'est la naissance du XXe siècle, c'est la matrice du XXe siècle. En fait, vous voyez, tout dépend de quand on parle et d'où l'on parle. Et on a un sens qui est différent à chaque fois. Voilà. Tout dépend de la vision nationale qu'on peut avoir. Par exemple, pour la Pologne, pour la Roumanie, la Première Guerre mondiale c'est pas seulement une catastrophe, c'est la catastrophe nécessaire qui a permis l'achèvement national ou la résurrection de leur nation. Voilà, selon son regard national et selon la période où l'on est, eh bien, on a un regard différent sur la Première Guerre mondiale. Mais incontestablement, aujourd'hui, on s'aperçoit que le XXe siècle est né dans les tranchées. 1917, plus que 1914. 1914, c'est encore un conflit du 19e, mais 1917, on est dans une toute autre époque. C'est la révélation de la puissance américaine qui intervient pour la première fois en dehors de son continent et qui donc tout d'un coup se pose comme la grande puissance à vision mondiale et universelle, qu'elle n'était pas jusque-là. Et puis c'est la révolution russe, la révolution bolchévique, qui entraîne évidemment ce siècle des idéologies. Et puis enfin, la fin de la guerre, c'est aussi l'apparition des fascismes qui se veulent des murs en face du bolchevisme. Hein, la guerre totale a créé en quelque sorte le totalitarisme. Donc vous voyez, c'est vraiment le ventre d'une bête qui est née là, hein, pendant la Première Guerre mondiale, qui a fait sortir tout un tas de monstres, plus ou moins, mais qui ont conditionné toute l'histoire du monde par la suite. Et aujourd'hui encore, permettez-moi de penser au drame qui se noue au Moyen-Orient, la Syrie et l'Irak qui se disloquent, que je sache, puisent leur origine dans la Grande Guerre. Ces deux États sont nés des accords de Sykes-Picot, c'est ça? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Exactement. On voit des vidéos où vous avez des combattants de Daesh et qui rigolent comme ça, ironiques, ils tracent un coup de pied dans le sable et ils font « Tiens, Sykes-Picot, Sykes-Picot ». Donc encore aujourd'hui, alors que les Français ne savent absolument pas ce que c'est que Sykes-Picot, hein, pour la plupart, eh bien encore aujourd'hui, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, eh bien on considère qu'il y a une revanche à prendre. En 1914, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés des Allemands, des puissances centrales, donc de l'Autriche-Hongrie, etc. Et évidemment, les Anglais, les Français et les Russes se disent, si nous gagnons la guerre, eh bien l'Empire ottoman, on va se le partager, hein, on va le dépouiller. Et les Français et les Anglais s'entendent en 1916, ce sont les accords Sykes-Picot, puisqu'il y a d'un côté François-Georges Picot et de l'autre côté Mark Sykes, hein, Sykes, je crois, et qui donc s'entendent en disant la Syrie, le Liban, c'est pour la France. L'Irak, ces pays n'existent pas vraiment, hein. La Mésopotamie, la Transjordanie, la Jordanie actuelle, la Palestine, c'est pour la Grande-Bretagne. Encore que pour la Palestine, la France, elle voudrait aussi, en tant que protectrice des lieux saints depuis des siècles, elle voudrait quand même avoir un droit de regard. Mais enfin bon, voilà un petit peu ce qui est décidé. Et puis la péninsule arabique, eh bien, ce sera pour les Arabes, qui se soulèvent en juin 1916 avec de l'or et des armes fournies par les Français et surtout par les Anglais. Donc en 1916, la situation, voilà, on sait déjà partager l'Empire
ottoman. Le problème, c'est que pour soulever les Arabes, via le shérif de la Mecque, Hussein, qui a appelé au djihad contre les Turcs ottomans, hein, pour profiter de la disparition de l'Empire ottoman, pour recréer un grand royaume arabe, indépendant des Turcs. Et le problème, c'est qu'on lui a promis, pour qu'il se soulève, on lui a promis un grand royaume arabe qui irait donc du Yémen actuel jusqu'à la Syrie. Voilà. Et puis qui irait de la Méditerranée jusqu'à la Perse. Et donc on a promis ce territoire, or on se l'est déjà partagé. Et voilà qu'en 1917, avec la déclaration Balfour, qui est le ministre des Affaires étrangères britannique, on dit la Palestine pourrait devenir un foyer national juif. Donc c'est une terre qui a été partagée déjà avant la victoire. On s'est déjà départagé l'ours avant de le tuer. On a promis ça aussi aux Arabes. Et puis on commence aussi à promettre la Palestine aux Juifs. Et fatalement, il va y avoir des cocus dans cette histoire. Vous avez raison, la Première Guerre mondiale n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Elle n'est pas complètement terminée non plus dans les Balkans. Et on l'a bien vu en 2014 sur la question de réunir tous les chefs d'État européens à Sarajevo. On voulait faire cela, lancer le 28 juin 1914. C'est l'assassinat de François Ferdinand par Princip, un activiste bosno-serbe. On voulait le 28 juin 2014 réunir tous les chefs d'État européens et dire là, ici, on a tiré une balle qui a tué 10 millions d'Européens et qui a ensuite embrasé l'Europe et qui l'a ruinée et divisée pour longtemps. Aujourd'hui, nous sommes tous unis à cet endroit. Ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible et on a annulé tous les déplacements. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas d'accord. La Serbie considère Princip comme un héros et non pas comme un fou furieux, un terroriste, etc. Et il y a de telles divisions, de telles rancœurs dans la région entre Macédoniens, Albanais, Grecs, Serbes, etc., que la Première Guerre mondiale n'est pas encore complètement digérée. Voilà. Merci Jean-Yves Le Naour, merci donc pour cet entretien que vous avez accordé aux amis d'Hérodote.net. Je crois que nos lecteurs auront appris beaucoup de choses à travers nos propos, vos propos, et ils en apprendront sans doute encore plus s'ils ont la curiosité de se pencher sur vos ouvrages. Moi-même, j'ai regardé d'une autre manière la Grande Guerre après vous avoir lu. Alors encore une fois, merci et à une prochaine fois peut-être. Merci à vous André Larané et merci Hérodote.net.